va être bon. Ouais, ça va. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir Gilles Kepel, le professeur Gilles Kepel, pour son dernier livre, un essai écrit à chaud, mais avec 30 années de recul, évidemment on va y revenir, Holocauste, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident, chez Plomb. Alors Gilles Kepel, vous êtes un éminent politologue, un chercheur visionnaire, mais pas toujours entendu, même si cette salle bien remplie tend à prouver le contraire. Vous êtes un spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, à la renommée internationale. Vous parlez arabe, ce qui vous permet, contrairement à un certain nombre de vos confrères, de vos collègues ou ex-collègues, des analyses fines sur les textes dans la langue même, et des sources originelles donc. Et vous avez signé une vingtaine d'ouvrages traduits dans le monde entier, et vous publiez des éditoriaux dans la presse française, mais aussi européenne. Vous êtes également professeur, ou vous étiez professeur des universités et directeur jusqu'à très récemment de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure, d'où vous avez été de facto évincé. On en dira un petit mot. C'est un coup bas finalement, mais dont vous êtes assez familier. Nous pourrions ajouter à votre impressionnant CV de chercheur condamné à mort par Daesh en 2016 les fonctions de relecteur de Michel Houellebecq, et même de conseiller du président de la République, et bien sûr écrivain. Et donc après 2 excellents livres autobiographiques, Enfant de Bohème, dans lequel vous reveniez sur votre histoire familiale, avec un souffle romanesque captivant, et Prophète en son pays, là vous reveniez plus sur votre vie de chercheur, vous publiez donc cet Holocauste, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. Alors, je l'ai dit en introduction, on pourrait penser que c'est un livre écrit à chaud, et de fait vous l'avez écrit dans un souffle, mais c'est un livre qui s'appuie précisément sur 30 années de recherche, d'analyse, et vous fournissez un certain nombre de clés. Cette écriture, elle a commencé dès le 7 octobre dernier, au moment de ce qui a été appelé le déluge d'Al-Aqsa. Oui, effectivement, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreuses et nombreux. Vous voyez que j'essaie de parler politiquement correct. Bien que j'ai été cancellé par... Frédéric Walk, directeur de l'École normale supérieure, et disciple de Madame Butler, et surtout d'être le French Butler, le butler de la battleuse, je vais m'arrêter, parce que sinon on va partir. Surtout d'avoir lutté contre ce printemps très agréable, pour l'instant en tout cas. Merci à Thomas Rabineau de ces mots très, très aimables, introductifs. En fait, j'avais publié ce livre Prophète en son pays au mois de septembre, qui était bien sûr un titre ironique, vous vous en doutez, car nul n'est prophète en son pays, donc ce nul c'est votre serviteur. Et j'ai été saisi par l'actualité, puisque j'ai été très sollicité pour, à ce moment-là, comme j'étais en plus en promotion de ce livre, pour commenter ce qui s'est passé à partir du 7 octobre. Donc je l'ai regardé de près, j'ai accumulé de la documentation, et il m'a semblé que ce qu'on en disait était souvent très intéressant, mais extrêmement engagé d'un côté ou de l'autre, les uns revenant à juste titre sur l'atrocité du massacre du 7 octobre, les autres insistant également à juste titre sur l'hécatombe de Gaza et ses dizaines de milliers de morts, on ne sait pas exactement combien ils sont, mais généralement préférant occulter l'un au profit de l'autre. Et moi, c'était pas mon propos, bien sûr, j'ai mes sympathies, mes antipathies, comme tout le monde, j'en donnais un petit avant-goût tout à l'heure, mais néanmoins, il me semble que dans mon statut de professeur, je suis encore jusqu'au 1er septembre, au jour de la Saint-Gilles, donc je vois là une décision, je suis un providentialiste athée, donc je vois là quelque chose d'important. Il me semble que ce qui est important, justement, comme Thomas Rabineau l'a mentionné, c'est d'utiliser la connaissance que j'ai accumulée pendant... en fait, c'est terrible, mais c'est pas 30 ans, c'est 40 ans, ce qui fait que je ne suis vraiment plus un perdreau de l'année. Et c'est mon premier livre, je l'ai publié, qui s'appelait déjà Prophète, le Prophète et Pharaon, en 1984. Donc ça ne nous rajeunit pas. Enfin, ne me rajeunit pas en tout cas. Et donc, j'ai essayé de mettre ce phénomène, donc saisi à chaud, si vous voulez, en perspective.
en perspective non seulement de mes 40 ans d'expérience, puisque comme j'avais essayé de le raconter dans Prophète en son pays, j'ai à la fois montré les événements j'ai remis en perspective les événements que j'avais observés pendant 40 ans, mais également la façon dont je les avais analysés, interprétés, les circonstances qui m'ont conduit notamment à être condamné à mort par Daesh et aujourd'hui mis à la porte de l'université et cancellé. Mais là, il m'a semblé qu'il y avait une opportunité très, très importante pour c'était mon chant du cygne ou du coq, je ne sais pas, de la fin de ma carrière pour essayer d'interpréter ce phénomène tellement bouleversant, tellement frappant, tellement stupéfiant. Et si j'ose dire, il va encore y avoir du travail à partir de lundi, puisque vous avez vu ce qui s'est passé à Moscou, sur lequel je me garderai bien de tout commentaire, même si vous me posez une question, je biaiserai, parce qu'on n'a pas les éléments, mais bien sûr, ça fait penser à l'attaque du théâtre de la Douma par les Tchétchènes, quand Poutine avait encore, d'ailleurs c'était construit là-dessus, en disant on va aller les buter jusque dans les chiottes. Après, il a récupéré le Tchétchène Kadyrov, qui est le chef du djihad russe contre les Ukrainiens. Et puis ça fait penser aussi au Bataclan, ça fait penser aussi à ce qui s'est passé avec le festival de musique Terra Nova le 7 octobre. Et donc la haine particulière des djihadistes pour la musique aussi bien classique que moderne, puisque la Douma c'était une musique classique, est quelque chose qui est effectivement, par-delà la dimension conjoncturelle, un signe intéressant. Mais donc revenons sur l'affaire du 7 octobre. D'abord, il m'a semblé intéressant de comprendre qu'est-ce qui avait été le déclencheur, quelle était la logique, quel était le raisonnement, quels étaient les process, comme on dirait, les procédures, qui avaient abouti à ce que j'ai appelé la razzia. En traduction, le mot français vient de l'arabe, c'est un décalque du mot razwa en arabe, du 7 octobre. Et comment ça s'inscrivait dans une sémantique de l'islamisme contemporain, du djihadisme contemporain. Razzia, ça fait écho à ce que le 11 septembre 2001 avait été appelé par Ben Laden la double razzia bénie, pour les arabisants El Razouaten, El Mubarakaten, et comment ça s'inscrivait aussi en écho de ce qui était passé 50 ans exactement auparavant, c'est-à-dire plus un jour, le 6 octobre 1973, l'offensive des armées syriennes et égyptiennes contre Israël pour laver la catastrophe de la guerre de juin 67, la guerre des 6 jours, le franchissement du canal de Suez par les troupes égyptiennes, guerre du Yom Kippour, parce qu'elle avait profité de l'état d'impréparation, de défaut de vigilance des Israéliens pendant le jeûne du Kippour, ou guerre du Ramadan, parce qu'elle avait lieu pendant le mois sacré, et les régimes égyptiens et syriens ont proclamé le djihad, puisque le djihad permet de lever l'interdiction de s'alimenter pendant le Ramadan. Alors, on pourrait me dire le djihad, c'est comme l'union sacrée, finalement, ou comme la patrie en danger, mais ça a, d'une certaine façon, recodé dans le vocabulaire religieux l'offensive. Et la victoire de 73, alors victoire qu'on peut relativiser, en tout cas dont on peut dire un mot, a été justement opposée par les islamistes et par toute la mouvance islamo-conservatrice, même non révolutionnaire, en disant si on a gagné en 73, c'est parce que Allah était satisfait que le mot d'ordre était Allahu Akbar et que c'était pendant le Ramadan et un djihad, alors qu'en 67, c'était l'infâme laïc Nasser, nationaliste et persécuteur des frères musulmans, qui venait de tuer de faire condamner à mort l'année d'avant, l'idéologue des frères Sayyid Qutb, qu'il avait fait pendre en 66, et Allah l'avait puni par la défaite pour avoir lutté contre les véritables fidèles, etc. Donc, vous voyez, il y a toutes ces sortes d'imaginaires qui se sont construits. Je vais revenir dessus dans un instant. Alors juste avant de décortiquer cet engrenage d'aveuglement et de violence, qui est vraiment le cœur du propos, attendons-nous un petit moment, si vous voulez bien, sur le titre « Holocauste » au pluriel. Oui, ce qui n'a pas fait que des amis à l'origine, mais quand j'explique, ça va mieux en général. Alors. Voilà, puisque déjà à l'origine, si je ne me trompe pas, le titre de ce livre, le titre sans doute provisoire, était « Genèse d'une tragédie, Gaza, oui, Israël et nous ». Oui, il a été annoncé. Je pensais que du coup, il n'y aurait personne, mais bon, vous avez été gentil de nous Et là, Holocauste, donc, avec un S. Oui, j'aime bien la façon dont vous le prononcez.
avec l'accent méridional qui était le Holocauste, mien quand j'étais jeune. Non, vous dites pas Holocauste, vous dites Holocauste. Holocauste. Vous dites ça. Donc, je trouve que, non, mais c'est très bien. Je trouve que je vais essayer de faire. Mais si je dis ça moi comme ça, maintenant, on va me prendre au sérieux. Et non, c'est bien. Ça devrait être prononcé comme vous, d'ailleurs. Mais de toute façon, on devrait tous parler avec l'accent du Midi. Mais je l'ai perdu, malheureusement, quand je suis monté à Paris à l'âge de 4 ans, parce que tout le monde se foutait de moi dans la cour de récréation. Et pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que justement, il y a un enjeu de ce qui va fonder, de ce qui sera le fondement moral de l'univers. En 1900, et qui se présente après, autour et après du 7 octobre et de ses conséquences de l'hécatombe de Gaza. En effet, en 1945, le monde se refonde autour des Nations Unies sur un consensus du plus jamais ça face à l'horreur de l'extermination des Juifs par le nazisme. Et c'est du reste le seul point qui fera, en tout cas apparemment, consensus entre les deux blocs, soviétiques d'un côté et les trois autres, les Américains, les Anglais et les Français qui se sont raccrochés au wagon, comme l'a montré le tribunal de Nuremberg, par exemple, en 1947, où vous avez des juges soviétiques, des juges français, des juges anglais, des juges américains, et où, justement, les criminels nazis sont poursuivis intuitu personae, c'est-à-dire sont condamnés, arrêtés, incarcérés, et certains, donc, pendus, d'autres non. Et donc, l'ordre mondial est fondé sur ce refus du génocide perpétré par les nazis, de l'Holocauste. Alors le terme a changé, on disait beaucoup Holocauste, on l'a toujours en anglais, c'est le terme qui est encore prévalent. En France, depuis le film de Lanzmann, de Jacques Lanzmann, Shoah, c'est le terme Shoah, le terme hébraïque officiel en Israël, qui d'une certaine manière s'est imposé, qui signifie en hébreu, je crois, anéantissement. Et donc ce fondement de l'ordre d'après-guerre va être ce qui décide les Nations Unies, finalement, à céder à la demande du mouvement sioniste, c'est-à-dire la création d'un foyer national juif. Parce qu'il y avait eu déjà des demandes depuis la création du sionisme, hein, d'une certaine manière, depuis Theodore Herzl. Les Britanniques, qui avaient le mandat sur la Palestine, étaient très réticents, puisque, évidemment, les Arabes étaient contre, ils voulaient se ménager les élites arabes, mais c'est l'horreur de la Shoah qui va créer, à une voie près, hein, le déclenchement de la création de l'État d'Israël, avec l'expulsion d'un certain nombre de Palestiniens qui y vivaient et qui vont se retrouver dans les camps de réfugiés, en grande partie à Gaza, puisque Gaza était très peu peuplé, il y avait des Palestiniens, mais pas énormément, c'est une zone principalement désertique, et c'est là que vous avez la plus grande concentration de camps de réfugiés par rapport à la Cisjordanie, par exemple, qui, elle, était beaucoup plus densément peuplée. C'est une zone très agricole, verdoyante, etc. Et donc, cette justification de la création d'Israël, qui se base notamment sur l'extermination des Juifs par les nazis, n'a jamais été accepté par les Palestiniens, qui disent peut-être, mais de toute façon, c'est pas notre faute, même si le moufti de Palestine, Hajj Amin al-Husseini, avait des sympathies non dissimulées pour Hitler, mais et donc les Palestiniens considèrent ça globalement comme une injustice. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. En 1993, il y a les accords d'Oslo qui font que l'OLP d'Arafat et de ses successeurs accepte la création d'Israël, le Hamas ne l'accepte pas, et ultérieurement, à l'intérieur du camp israélien, vous avez notamment le Likoud sous l'influence des néoconservateurs américains qui casse le processus, qui déclenche, qui fait en sorte que Ariel Sharon, chef de l'opposition, en se promenant sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, va faire une provocation qui déclenche, entre autres, c'est pas la seule cause, la seconde intifada, qui se traduit finalement au bout de 5 ans par l'évacuation totale des Israéliens de Gaza et la création d'un espace d'une certaine manière palestinien
autonome et sans présence israélienne, il n'y a pas de colon à Gaza comme en Cisjordanie, qui va tomber dans l'escarcelle du Hamas à partir de 2006-2007 avec la bienveillance de l'État israélien. Est-ce que vous pouvez juste expliquer peut-être les origines de cette organisation terroriste qui est le Hamas et les raisons pour lesquelles il a fini par supplanter l'OLP? Alors, terroriste, il a effectivement accompli le 7 octobre un acte terroriste, mais contrairement à, par exemple, Al-Qaïda ou Daesh, qui étaient des mouvements hors sol, sans implantation sociale, disons. Le Hamas, qui est créé en 1987, durant la première intifada, à l'intérieur des territoires, et pour contrecarrer l'OLP, qui est surtout de l'extérieur à ce moment-là, est en fait l'expression palestinienne du mouvement international des frères musulmans, qui est un mouvement sunnite d'islamisme politique, et qui, au départ, est un mouvement plutôt à caractère piétiste qui vise à arracher les Palestiniens aux idéologies socialistes, marxistes et autres délétères, à créer des réseaux de mosquées, d'associations islamiques, ce qui fait qu'ils sont assez bien vus par les Israéliens. Selon une logique qui est un peu celle de François Mauriac après la Seconde Guerre mondiale, vous savez qu'il avait dit « J'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux ». Une à l'ouest, une à l'est. Eh bien, les Israéliens aimaient tellement la Palestine, les dirigeants israéliens, qu'ils en voulaient deux. Et ce que Netanyahou poussera à son paroxysme. Et donc, le mouvement est d'abord un mouvement piétiste, et puis pendant l'intifada numéro 1, après 1987, il va faire une charte, s'opposer à l'OLP, et finalement, il y aura des jours de grève du Hamas, jours de grève de l'OLP, donc mesurer sa force, construire des réseaux extrêmement forts à la mesure de la montée du pouvoir, de la croissance de l'islamisme politique dans la région. Et donc ce mouvement est très actif, notamment dans la seconde intifada. Et c'est ce qui va faire que Sharon, puis ensuite Netanyahou, vont voir dans le Hamas une alternative à l'OLP. Et une alternative qui va bloquer le processus d'Oslo. Au fond, on ne peut pas avancer dans le processus d'Oslo, puisqu'il y a deux entités. Il y en a une, l'OLP, qui est reconnue, mais qui est d'autant plus faible après la mort d'Arafat et qu'elle est dirigée par le sénescent Mahmoud Abbas. L'autre est beaucoup plus dynamique, mais ce sont des terroristes dangereux. Donc, on ne peut rien faire. Et finalement, c'est cette situation qui est la vision du Likoud et qui est aussi la vision des néoconservateurs américains, va avoir pour effet que Netanyahou construit ce qu'il appelle le concept, on dit que je crois conceptia en hébreu, c'est pas très compliqué, à savoir faire financer le Hamas, la bande de Gaza, un peu comme un Bantoustan, si vous voulez, par le Qatar. Chaque mois, vous aviez un avion qui quittait Doha avec 40 millions de dollars en cash, parce qu'il n'y a pas de distributeur automatique dans la bande de Gaza, pour alimenter l'économie du pays, nourri également par les tunnels de contrebande avec les Bédouins du Sinaï, dans lesquels passaient aussi toutes sortes de marchandises venant d'Iran via les boutres sur la mer Rouge et débarquées au Soudan, au Yémen ou ailleurs. Et donc, Netanyahou était ainsi convaincu que le Hamas, tout radical qu'il fût, n'attaquerait jamais parce que finalement, il y avait une sorte d'économie, d'une sous-prospérité qui s'était créée grâce aux injections des millions de dollars tous les mois par le Qatar. L'avion arrivait à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Là, les valises de cash étaient débarquées, mises dans des voitures conduites par les services secrets israéliens jusqu'à la barrière d'Eretz, celle-là même qui a été traversée avec une désopilante, si j'ose dire, facilitée par le Hamas le 7 octobre. Là, les services égyptiens prenaient le relais
des distribuait pour payer les salaires des infirmiers, je ne sais quoi, de ce que vous voulez, hein, des fonctionnaires, et aussi évidemment de significatifs frais de dossier pour le Hamas qui permettaient d'acheter les armes, enfin toutes celles que l'Iran ne faisait pas payer. Et ce phénomène se cristallise en 2011. En 2011, Yahya Sinwar, l'actuel patron du Hamas, le most wanted person de Netanyahou, est libéré sur les instances de Netanyahou, Premier ministre, avec 1026 autres prisonniers, principalement du Hamas, mais aussi un peu du Fatah, en échange pour le caporal franco-israélien Gilad Shalit, qui a été enlevé par le Hamas. Et ce faisant, Netanyahou fait un cadeau extraordinaire au Hamas. Il le considère comme une sorte d'interlocuteur étatique. 1026 prisonniers, il n'avait jamais donné autant de gens dans une négociation, quelle qu'elle soit, avec l'OLP, si vous voulez. Et de ce fait, donc, Sinwar, qui était connu pour sa dureté, est libéré, refuse tous les accommodements et toutes les conditions, et va œuvrer à créer dans la bande de Gaza un appareil militaire destiné à détruire ou à porter un coup terrible à Israël. Et ce qui est très frappant, c'est que, alors, même si le coup génial des Iraniens, c'est-à-dire de construire ce qu'on appelle toujours à Gaza le mitro, c'est-à-dire ces galeries, 800 km de galeries souterraines, ce qui fait que pour comprendre ce qui s'y passe, il n'y a que le renseignement humain. Parce que les drones, aussi sophistiqués qu'ils soient, n'y voient pas dans les tunnels du métro. Et or, le renseignement humain, c'est-à-dire les gens qu'on achète, qu'on tient par des chantages, etc., Sinwar s'était spécialisé dans leur éradication et leur massacre dès 1987, quand il avait créé le MAJ, c'est-à-dire le service de renseignement du Hamas. Et à ce moment-là, donc, il construit cette espèce d'effort militaire, et un certain nombre de rapports parviennent à l'intelligence, enfin au renseignement israélien, y compris à travers des informateurs. Et le 30 octobre, par exemple, le New York Times a publié des notes fuitées par des agents de renseignement israéliens furieux qui avaient expliqué en détail tout ce qui se passait, mais ça ne passait jamais le barrage du politique, parce que Netanyahou avait dit, de toute façon, le Hamas n'attaquera jamais parce que je le fais stipendier par le Qatar. À telle enseigne que lorsque les colons, les partis de colons qui sont la clé de la majorité de Netanyahou à la Knesset, il a 64 députés sur 120, donc il tient avec 4 voix, mais il tient très solidement sa majorité, à condition de faire plaisir aux colons dont il est, d'une certaine manière, l'otage, Ben Gvir et Smotrich, qui veulent transformer la Cisjordanie en Judée-Samarie biblique et qui, en 2023, ont déclenché 1225 incidents armés, à tel point même que certains d'entre eux sont interdits de séjour aux États-Unis aujourd'hui. Et pour faire cela, parce que les Palestiniens se sont évidemment défendus, il a fallu déplacer les chars qui étaient à la frontière de Gaza, d'autant plus que Netanyahou était convaincu qu'il n'y aurait pas d'attaque. C'est ce qui va expliquer que Sinwar, voyant cette opportunité, a décidé, parmi les éléments, on n'a pas tout bien sûr, hein, il nous manque des éléments clés que l'histoire découvrira ultérieurement, mais on peut penser que le 7 octobre, outre la dimension d'écho de la, entre guillemets, victoire arabe du 7 octobre 1973, a été aussi l'opportunité à ne pas manquer, puisqu'il n'y avait plus un char de l'autre côté de la frontière, et c'était aussi un matin de Shabbat, le jour d'une fête juive de Simchat Torah, dont je dois dire j'ignorais l'existence jusqu'alors, et qui a permis de bénéficier un peu du même effet de surprise que lors de la guerre du Kippour. Oui. Et c'est là qu'on en arrive à ce premier holocauste, pardon. Non, mais ne faites pas comme quand j'avais 4 ans dans la cour de l'école maternelle, ou là à Ragout, parlez avec votre accent. Donc on en arrive à ce premier holocauste qui sera suivi par un deuxième, qui est, selon vous, très largement porté par le poids de fondamentalisme religieux dans l'un et l'autre camp. Alors il y a cet engrenage ancien, mais il y a aussi cette logique religieuse. D'ailleurs, le terme lui-même
ne doit pas être confondu avec celui de génocide. Hein, vous bien sûr, oui, je vais y revenir dessus. Oui. D'un sacrifice de masse, humain, oui. Au sens religieux originel du terme. Il y a dans chaque camp ce fondamentalisme qui pousse à une forme d'aveuglement, de surenchère et de barbarie totalement mortifère et qui conduit à une impasse. Il y a ça, mais c'est aussi, je vais y revenir, mais c'est aussi parce que la dimension d'Holocauste, utilisée cette fois-ci sous son vocable de génocide, et je vais revenir là-dessus, est utilisée désormais par les promoteurs du Sud global, entre guillemets, c'est-à-dire la mouvance décoloniaux wokistes, et notamment portée par l'ensemble qu'on appelle les BRICS+, mais qui ont pris un coup terrible hier, puisque Moscou en fait partie, et qui incarnerait donc le Sud global contre le Nord abominé, et qui considère que ce fondement moral de l'ordre du monde dont je vous parlais tout à l'heure, qui était basé sur le plus jamais ça face au génocide des Juifs par les nazis, désormais, c'est de la vieille histoire, on ne sait même pas de quoi il s'agit. De toute façon, c'est une histoire entre Européens, on s'en fout. Le monde a basculé démographiquement et même économiquement. Économiquement, ça demande à être vu plus précisément. Mais et aujourd'hui, le fondement moral de la planète, c'est la lutte contre le colonialisme et la colonisation et l'apartheid. Et le génocide, désormais, c'est celui que porte le peuple prétendument ou ex ou dit génocidé, c'est pas moi qui dis ça, mettez des guillemets bien sûr, savoir Israël, qui est désormais le peuple génocidaire en faisant l'hécatombe des Palestiniens à Gaza, aujourd'hui en créant une situation de famine, etc. Et ça, c'est porté notamment par l'Afrique du Sud, à la Cour internationale de justice, avec la volonté de transformer l'ordre du monde, et par exemple l'ONU, le Conseil de sécurité leur semble, et il y a d'autres le pensent aussi, des instances d'un autre temps. Qu'est-ce que la France et le Royaume-Uni, petits pays désormais, font au Conseil de sécurité avec la capacité d'avoir un droit de veto? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Inde et le Brésil, par exemple, qui ont leur place en termes de population, de PIB, etc. Et donc, c'est pourquoi j'ai insisté là-dessus, parce qu'il me semblait qu'il y avait autour de ce qui se produisait le 7 octobre et ensuite dans la bande de Gaza, il y avait quelque chose qui était immédiatement mis en circulation à un autre niveau pour restructurer complètement les conceptions du monde qui prévalaient malgré le clivage communisme, monde libre, et ensuite, après l'hyperpuissance américaine, puisque Hubert Védrine vient de me précéder, donc c'est lui qui a créé ce terme, qui avait une très grande validité pour cette époque-là, quand il était du reste aux affaires, et qui essaie aujourd'hui de constituer véritablement un ordre nouveau, qui me semble être profondément marqué par l'idéologie, qui n'est pas tenable, mais qui est néanmoins mené par des acteurs politiques internationaux et qu'on retrouve chez les woke, chez les colonialistes, etc., chez les islamistes, mais qui a été en partie battu en brèche par ce qui s'est passé à Moscou, capitale du BRICS, en principe l'une des capitales. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Alors effectivement, pourquoi Holocauste et pas génocide? Parce que génocide est devenu un terme extrêmement normatif. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, à mon avis. Alors que Holocauste, comme vous venez de le dire, est en fait un terme originel qui désigne, en grec, un sacrifice de masse qui n'est pas nécessairement humain, qui peut être humain dans certaines religions, qui est remplacé par les animaux, qu'on sacrifie aux dieux et donc en général dont on fait brûler les chairs. Mais ce n'est pas nécessaire. Bon, c'est pour ça aussi qu'il y a eu ça a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale du fait des camps de concentration et des chambres à gaz et des crématoires d'Auschwitz et ailleurs, si vous voulez. C'est ça qui a nourri l'imaginaire. Mais on dit aussi un holocauste, en grec par exemple, ça désigne, ou en latin, les holocaustes, ça veut dire les brebis qu'on égorge.
On emmène les holocaustes, on les sacrifie aux dieux. Donc, j'ai préféré ce terme qui avait une dimension, disons, moins polémique ou moins surchargée, qui désignait le processus même du sacrifice d'êtres humains à des dieux, ou du sacrifice en général, par métaphore, à celui de génocide. Et en travaillant pour ce livre, d'ailleurs, à ma grande honte, parce que j'ai des magistrats dans la salle, je dois vous dire, je ne savais pas comment avait été créé le mot génocide. Est-ce que vous le savez? Bravo, bravo, je vois Lemkin, je sens des réductions sur les signatures tout à l'heure. Effectivement, c'est une histoire très intéressante. Elle est très bien racontée en français dans un livre d'un avocat, un pénaliste international franco-britannique ou britannico-français, Philippe Sands, qui s'appelle en français Retour à Lemberg, qui est allé à la recherche de son grand-père. Lemberg, c'est Lviv aujourd'hui, ou Lvov en Ukraine. Et dans les années 1920, cette ville était polonaise, elle a ensuite été prise par les soviétiques, puis récupérée par les Ukrainiens, est aujourd'hui bombardée par les Biélorusses et les Russes. Et donc, dans une importante communauté juive, entre autres, parmi les minorités de Lemberg, et deux universitaires juifs. Donc, l'un s'appelait le plus âgé Herr Schlauterpart, et l'autre Raphaël Lemkin, donc, qui réfléchissent sur les massacres du début du XXe siècle. Et Lemkin, qui est plus jeune que Lauterpacht, à partir d'une réflexion sur le génocide arménien, enfin, ce qu'il va appeler lui-même le massacre d'1,2 million Arméniens par les Ottomans, ce qu'on appelle les massacres hamidiens, et à la suite, et l'assassinat de l'un de leurs responsables, Talat Pacha, ancien ministre ottoman à Berlin, par un jeune Arménien en 1921, construit le concept de génocide, c'est-à-dire tuer un génos. Qu'est-ce que c'est qu'un génos? Un gène, si vous voulez, ce qui est traduit dans le droit par groupe humain. Ce qui veut dire tuer non pas des individus comme tels, mais un groupe avec l'intention de le faire disparaître, de l'éradiquer de son territoire natal, traditionnel, d'origine, je ne sais quoi, et ou, de toute façon, de le détruire dans sa pérennité. Vous voyez, c'est un terme qui est assez complexe à définir, juridiquement d'ailleurs. Ça a même fait l'objet de polémiques. Je vois qu'on a lu le même livre, mais oui. Lemkin et son acolyte ont été retoqués par les États-Unis. Puisque... Voilà, enfin, c'est-à-dire, Lauterpacht était contre. Ouais. Lauterpacht dit, pas du tout, tu es un peu plus âgé que Lemkin, avait fait des études plus sérieuses et considérait, comme bagarre entre deux universitaires juifs à Lemberg, de toute façon, ça ne pouvait pas ne pas clasher, évidemment. Donc, c'est comme si vous mettiez avec Jean-Pierre Fidieu, si vous voulez. Et donc, Lauterpacht dit, ça c'est n'importe quoi, le droit est basé sur la responsabilité individuelle. Se mettre dans une responsabilité collective et raisonner juridiquement à partir de l'intention génocidaire, c'est se mettre dans des méandres dont on ne va jamais sortir. Et de fait, le tribunal de Nuremberg est basé sur la responsabilité individuelle. Toutefois, un an après, le 9 décembre 1948, donc la veille de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une déclaration sur la prévention du génocide. D'accord ? Mais donc le système onusien est assez flou. Enfin, globalement, c'est Lauterpacht qui l'avait emporté. Mais l'Afrique du Sud, justement, en décembre 2023, intente une action en justice à la Cour internationale de justice, où ne peuvent agir que les États en attaquant d'autres, en incriminant d'autres États. C'est l'instance judiciaire suprême des Nations Unies, pour signaler que Israël est en train de commettre un génocide à Gaza, et avec l'intention de détruire le groupe humain que sont les Palestiniens. Et à partir de ce moment-là, on voit bien comment la notion devient, par-delà la notion juridique, une notion explicitement politique. Un peu comme, c'est une histoire d'ailleurs qui est longue, je rappelle dans le livre que
Bernard Lewis, qui était un grand orientaliste américain, enfin anglo-américain, juif et très pro-israélien, avait été condamné en 1993, si je me souviens bien, ou un peu plus tard, en France, par un tribunal, dans un entretien au Monde. On lui avait parlé du génocide arménien. Il a dit oui, ça c'est la version arménienne de cette histoire. Et du coup, il avait été condamné par un tribunal français au nom de la loi Guesso, qui réprimait le déni de génocide qui était destiné à punir les forissonistes, si vous voulez, les négationnistes de Forisson. Alors que, en réalité, d'une certaine manière, la notion de génocide, d'abord pensée par Lemkin, juriste juif de Lemberg, enfin, il est aux États-Unis quand il l'a créé en 1943, heureusement pour lui, sinon il aurait été mort, comme quelque chose qui s'applique aux Arméniens. Et donc, on a là un débat qui est un débat, bon, par-delà dans l'horreur à laquelle nous assistons, mais un débat juridique fondamental qui est un enjeu absolument essentiel pour construire ou reconstruire ou définir ou redéfinir l'ordre du monde. Peut-être qu'il y a aussi simplement une sorte de confusion dans cette utilisation politique, confusion volontaire, puisqu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Et est-ce qu'à Gaza, on n'assisterait pas plutôt à ce qui relèverait de crimes de guerre ? Alors, le crime contre l'humanité, ça, c'est la notion que favorise l'autre part. Parce que le crime contre l'humanité, vous pouvez être incriminé individuellement. Alors que les gens qui sont condamnés, les nazis condamnés à Nuremberg, le sont parce qu'ils sont responsables du crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité est puni par la CPI, aujourd'hui, la Cour pénale internationale, qui, elle, a une force exécutive, contrairement à la Cour internationale de justice, et qui a jugé des gens en affaires de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda, et qui, du reste, avait incriminé l'ancien dictateur soudanais Omar Béchir pour les massacres du Darfour, 300 000 personnes mortes, lequel était allé assister en Afrique du Sud en 2015 à un sommet de l'Union africaine. Et quand on s'en est rendu compte, les Sud-Africains, au lieu de le livrer à la Cour pénale internationale, l'ont remis dans un avion pour Khartoum. Donc il y a un peu parfois... ça bouge un peu les notions juridiques, mais c'est une véritable question et qui est, alors, moi je perçois ça comme un usage idéologique destiné à construire des espèces de conglomérats contre un Nord détesté dans un rapport de force. Mais cela étant, la question mérite d'être posée. Et par exemple, il n'est pas inenvisageable que quelqu'un comme Netanyahou puisse se retrouver dans un avenir X poursuivi pour crime contre l'humanité. Ça va dépendre effectivement, bien sûr, de la conjoncture politique. Et vous voyez ce qu'il en est dans les dernières propositions de cessez-le-feu, ce que disent les sénateurs américains. Là, je viens de voir tout à l'heure dans la Chambre le sénateur Chris Van Hollen, un très puissant sénateur démocrate, qui dit nous considérons qu'Israël a le droit de se défendre et de mener une opération militaire contre Hamas à Gaza, mais pas de cette manière-là, puisque en attaquant et en tuant de manière indiscriminée des civils, il passe les bornes, etc. Donc là, on voit bien que on est dans un système qui est assez flou, mais dont les lignes bougent sous l'effet d'un certain nombre d'acteurs. C'est-à-dire que, j'essaie d'expliquer dans une interview récente, mais dans le livre également, qu'il y a une sorte de parallélisme entre Sinwar et Ben Laden. Le 7 octobre, c'est le 11 septembre d'Israël. Les deux, les États-Unis comme Israël, superbes pays orgueilleux de leur immense appareil sécuritaire et militaire, on a vu le défaut de la cuirasse, si vous voulez. Mais il ne faut pas oublier non plus que le 11 septembre 2001 s'inscrit dans la seconde intifada. C'est quelques mois après le début, enfin un an à peu près après, non, moins d'un an après le début de la seconde intifada. Et Ben Laden s'en réclame tout à fait explicitement. Il projette à l'échelle internationale
l'attentat suicide qui était, si j'ose dire, la signature de cette seconde intifada. Et du reste, le 7 octobre déjà, 2001, lors de la première apparition de Ben Laden après les attentats de New York et Washington, après la double razzia bénie dans une grotte afghane, il est là à côté de Zawahiri et il dit Uqsimu billah alladhi arfa as-samawat bila ahmida, j'en atteste par Dieu qui a élevé les cieux sans colonne, que jamais l'Amérique ne connaîtra la paix tant que les armées des infidèles n'auront pas évacué les terres saintes, parce qu'il veut dire la Palestine, mais aussi l'Arabie saoudite. Et donc c'est aussi l'anniversaire de ce 7 octobre, d'une certaine façon. Alors, il ne faut peut-être pas multiplier les correspondances historiques, mais c'est frappant en tout cas. Et c'est quelque chose qui fait signe. De même que Ben Laden casse l'ordre du monde, d'une certaine manière. Sinwar casse aussi l'ordre du monde, avec cette différence que l'organisation de Ben Laden est une organisation terroriste, effectivement, c'est pas un mouvement de masse. Le Hamas n'a pas d'ancrage social. Oui, le Hamas rime avec masse, si je veux dire. C'est un mouvement qui a reçu la majorité, qui a remporté des élections. reçu la majorité des suffrages en 2006 à Gaza. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas être combattu ou autre, mais simplement, c'est pas la même nature de mouvement, si vous voulez. Et surtout, vous n'avez pas eu, dans le monde occidental, de déclaration de soutien au 7 octobre. Là, vous avez vu peut-être cette déclaration donc, de la papesse du woke, Judith Butler, invitée en France par le Centre Pompidou, qui, lors d'une réunion moins fournie que celle-ci, organisée par les indigènes de la République, et Ouria Boutelja l'autre jour, vous l'avez vu, vous avez vu la vidéo, ça, The 7th was an act of resistance. On aurait dit une pitié à Delphes. Et je ne sais pas si elle pourrait dire que le Bataclan était un acte de résistance, ce qui s'est passé à Moscou est un acte de résistance, peut-être aussi. Mais donc, on voit comment se mélange l'idéologique, c'est le problème du woke, c'est remplacer la connaissance et l'anéantir et foutre à la porte les universitaires et mettre à la place d'idéologues. Mais c'est quelque chose qui, néanmoins, pose un véritable problème, parce qu'il n'y avait pas eu, pour le 11 septembre, la même pénétration dans l'univers occidental. Harvard a été cassé en deux par cette affaire. Sciences Po a été cassé en deux, et Inch'Allah, l'école normale supérieure... Mais tout ça, c'est dans la volonté de Dieu. Et moi, je suis providentialiste, mais athée. Merci Gilles Kepel, le temps passe trop vite. Merci à vous pour votre écoute. Je vous propose de prolonger cet échange avec Gilles Kepel, qui va se faire un plaisir de signer son dernier livre juste en haut de la salle. Merci Gilles Kepel, merci à vous. Merci Thomas.